Bonjour, bienvenue dans ce cours sur les potentiels complexes. Alors on est toujours en train d'étudier le modèle du liquide parfait et pour rappel, on a découvert ce qu'étaient les lignes de courant dans le cours précédent, lignes de courant dont on a vu par exemple que lorsque l'écoulement s'accélère, elles se resserrent, comme c'est le cas ici autour d'un cylindre qui peut figurer une pile de pont, ou autour d'une aile d'avion, ce qui explique la portance. Donc en fait, ces lignes de courant permettent de comprendre la physique de l'écoulement, même si les hypothèses qu'on fait dans le cadre du modèle du liquide parfait sont assez simplificatrices. On va voir maintenant une autre méthode, la méthode des potentiels complexes, qui est une méthode qui permet de construire les lignes de courant pour divers cas d'écoulement autour de géométries assez complexes. Alors, quand on parle de potentiels complexes, eh bien, on parle de nombres complexes. Pour rappel, ils sont représentés comme ceci et on peut les représenter dans le plan complexe, soit en x, y, soit en r et θ. Alors un potentiel complexe, en fait, c'est une fonction complexe dans laquelle la partie réelle représente la fonction potentielle et la partie imaginaire la fonction de courant. On sait que les équipotentiels et les lignes de courant forment un réseau de lignes orthogonales. Eh bien, on va représenter ce réseau sous la forme de la fonction potentielle complexe. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette fonction? Eh bien, si on dérive cette fonction par rapport à z, le nombre complexe, donc pour la dériver, on va calculer la limite de df dz lorsque delta z tend vers 0. Eh bien, pour un nombre complexe, on peut calculer cette limite, soit pour delta z qui est égal à dx, donc on fait tendre delta z vers 0 par dx, soit par I dy. Et donc, ici, si on fait df dz, qu'on le calcule comme df dx, on obtient cette expression 2. Et si on fait le calcul en faisant tendre delta z vers 0 par la partie imaginaire, donc I dy, on obtient cette équation 3. Alors évidemment, pour que la fonction soit dérivable, il faut que ces deux expressions, 2 et 3, soient égales. Et ça se traduit par les conditions de Cauchy-Riemann qui doivent être respectées par les fonctions phi et psi, donc les fonctions potentielles et fonctions de courant. Donc il faut que d phi dx soit égal à d psi dy et que d psi dx soit égal à moins d phi dy pour avoir l'égalité entre les équations 2 et 3. Ce qui nous amène alors à dire que notre fonction potentielle complexe est analytique. Si cette condition est respectée, alors comme on sait que par les propriétés des fonctions de courant et des fonctions potentielles, on sait que d phi dx c'est égal à u, c'est égal aussi à d psi dy, c'est égal à la composante u de la vitesse, et ici on retrouve la composante v de la vitesse. Donc en fait, la dérivée de la fonction potentielle, donc de la fonction potentielle complexe, nous donne le champ de vitesse, puisque la partie réelle c'est u, et la partie imaginaire c'est moins v. Donc on a défini une fonction potentielle complexe, dans laquelle la partie réelle sont les équipotentiels, et la partie imaginaire représente les lignes de courant. Si on dérive cette fonction, ça nous permet de trouver le champ de vitesse de l'écoulement qu'on analyse. Voyons comment appliquer cela d'abord à un cas très simple d'écoulement uniforme qu'on a déjà vu par ailleurs. Si on prend comme fonction potentielle complexe u, donc une vitesse constante dans la direction x, u fois z, eh bien on a la fonction qui est phi plus i psi, qui vaut donc u fois z ici, on a développé le nombre complexe, et en identifiant les termes, eh bien on se rend compte que phi vaut ux et psi vaut uy. On calcule la dérivée pour trouver le champ de vitesse. La dérivée par rapport à z vaut u.
c'est une valeur réelle et on en déduit donc le champ de vitesse. Une vitesse grand U, donc la vitesse constante donnée dans la direction X, et une vitesse nulle dans la direction Y, ce qui correspond effectivement bien à un écoulement uniforme dans la direction X, comme l'écoulement qui est illustré ici et qu'on avait déjà vu. Donc ça, c'est une situation très simple, mais on va voir que toute la puissance de cette méthode des potentiels complexes va nous permettre d'analyser des écoulements plus compliqués que le simple écoulement uniforme. Alors voyons un petit peu ce qu'on peut faire. Commençons par les sources et puits. Si on prend cette fonction 1 comme fonction potentielle complexe, donc on a Q le débit. Ici en fait Q sur 2π, ce sera une valeur constante puisque le débit Q est le débit qui s'écoulera depuis la source ou dans le puits, fois ln de z, donc notre nombre complexe. On peut exprimer les nombres complexes de différentes manières, comme rappelé dans l'équation 2, et l'équation 3 nous rappelle comment trouver R et θ pour la notation en R, E exposant Iθ par exemple. Alors si on développe notre fonction potentielle complexe, donc l'équation 1, on a Q sur 2π ln de z. Si on détaille en utilisant cette notation-ci avec l'exponentielle, on détaille z, on a Q sur 2π ln de r pour la partie réelle, donc ce sera la fonction potentielle, phi, et puis on a simplement Q sur 2π fois θ pour la fonction de courant qui est la partie imaginaire. Donc en fait notre réseau d'équipotentiels et de lignes de courant est défini par cette fonction phi et cette fonction psi. Alors à partir de là, comment peut-on voir à quoi vont ressembler les lignes de courant et les équipotentiels? Eh bien, voyons ce que ça donne. En fait, la fonction potentielle phi, elle sera constante pour une valeur de R constante, donc un rayon constant. Alors quelle forme géométrique correspond à un rayon constant? Eh bien le cercle, donc les équipotentiels seront des cercles de rayons croissants. Et puis pour la fonction de courant, psi, eh bien on voit que comme on sait qu'une ligne de courant est définie par psi égale constante, psi sera constant pour une valeur d'angle θ constante. Et donc, dans le plan complexe, pour une valeur de θ égale constante, on a des droites qui partent du centre, comme ceci, des droites radiales. Et nos lignes de courant seront donc des droites qui sortent de la source étant ici au centre du schéma, et on a un écoulement qui sort de la source. Comme on l'a vu, on peut aussi se servir de la définition de la dérivée de la fonction potentielle complexe pour calculer le champ de vitesse de l'écoulement. Donc on dérive df dz, on sait que la partie réelle nous donnera u, la partie imaginaire nous donnera v. Donc si on dérive notre potentiel complexe, notre fonction ici, on a q sur 2π 1 sur z, qu'on développe de manière à ne pas laisser de nombre imaginaire au dénominateur, et de cette dernière expression, on déduit que U est égal à Q sur 2π fois X sur R carré, donc le rayon, et V, Q sur 2π fois Y sur R carré. La norme de la vitesse est donnée par Q sur 2πr, donc on voit qu'en fait la vitesse sera quasiment infinie au centre, et puis diminue lorsqu'on s'éloigne du centre. On est bien ici dans le cas d'une source, puisque l'écoulement sort du point central. Si on veut représenter un puits, eh bien c'est très simple, il suffit de changer le signe. Donc pour un puits, on aura moins Q sur 2π, on aura un signe négatif ici, et donc on a exactement la même représentation des équipotentiels et des lignes de courant. La seule différence, c'est que cette fois-ci, les lignes de courant vont vers le centre, rentrent dans le puits en fait. Donc on a pu trouver une fonction potentielle complexe qui nous permet de représenter une source et un puits. Alors on peut commencer à manipuler ces fonctions et par exemple faire apparaître un vortex. Comment faire? Eh bien si on prend la source au départ, comme rappelé dans l'équation 1,
On peut en fait trouver une autre fonction, f1, qui serait simplement i fois la fonction potentielle complexe de la source. Ça veut dire qu'en fait on inverse les lignes de courant et les équipotentiels. Comme on le voit ici, on a cette fois-ci les lignes de courant qui sont circulaires et les équipotentiels qui sont radiales. La fonction f1 qui est le potentiel complexe lié au vortex, on l'exprimera en général de cette manière-ci, avec une constante k qui est liée à la circulation. On verra un peu plus tard ce que cette circulation peut nous apporter. Donc circulation dont on imagine bien qu'elle sera circulaire comme l'indique le vortex. Voyons un autre exemple d'écoulement qu'on peut obtenir, cette fois-ci en combinant une source située à une distance epsilon de l'origine avec un puits situé lui aussi à une distance epsilon de l'origine. La source émet un débit Q, le puits absorbe un débit moins Q. Et on va faire l'hypothèse que le débit Q tend vers l'infini, que la distance epsilon tend vers 0, mais que le produit Q epsilon est constant, vaut pi fois mu, un paramètre qui pourra être déterminé en fonction de l'écoulement. Comment exprimer la fonction potentielle complexe d'un doublet? Eh bien, on fait la somme d'une source centrée en moins epsilon, comme illustré ici, et d'un puits centré en epsilon. Donc cette équation-ci nous donne le potentiel complexe d'un doublet. Alors telle quelle, elle n'est pas très utilisable, mais on va pouvoir la transformer pour l'exprimer comme ceci. Donc on met les deux termes dans le logarithme, on divise par z, et puis on va utiliser le développement en série indiqué dans l'équation 3 pour développer 1 sur 1 moins x, donc 1 sur 1 moins epsilon sur z, ici dans l'équation 2. En appliquant ce développement, on obtient l'équation 4 ici, qui est une autre forme de l'équation du doublet, mais qu'on va encore devoir traiter un peu, notamment en se rendant compte qu'on va pouvoir négliger tous les termes infiniment petits d'ordre supérieur. Donc on se souvient que epsilon est un infiniment petit puisqu'il tend vers 0. Donc tous les termes en epsilon carré, on va les négliger devant les termes en epsilon. On va se servir d'un autre développement en série, le développement de ln de 1 plus x, qui est rappelé ici. Et ce développement, appliqué à l'équation 4, nous donne l'équation 6. Dans cette équation, on ne garde à nouveau que les termes du premier ordre, ce qui nous permet d'exprimer le potentiel complexe du doublet de cette manière-ci, comme indiqué dans l'équation 7. On se souvient que le produit Q epsilon est une constante et vaut pi fois mu, comme rappelé ici. On a donc l'équation 8, où le potentiel complexe du doublet s'exprime tout simplement comme mu sur z, qu'on peut développer évidemment en développant z, et on ne garde pas le i au dénominateur, on a donc cette expression-ci, l'équation 8, de laquelle on peut tirer la forme de la fonction potentielle, des équipotentiels et des lignes de courant, comme illustré ici. Alors maintenant, mais à partir de ça, on va pouvoir essayer de représenter ce fameux doublet, de représenter cet écoulement. Pour cela, on va s'intéresser aux lignes de courant. Donc on a rappelé la fonction potentielle du doublet, les lignes de courant qui sont données par cette équation-ci, et on va voir comment les représenter dans le plan XY. Pour rappel, une ligne de courant est définie par le fait que la fonction de courant psi est constante sur une ligne de courant. Donc psi est une constante. On veut exprimer une équation qui lie x et y. On va donc réécrire l'équation 1 sous cette forme-ci, ou encore sous cette forme-ci, qui nous donne en fait l'équation de cercle. On a bien x carré plus quelque chose au carré égale quelque chose au carré. C'est donc bien l'équation d'un cercle. Simplement, le cercle n'est pas centré à l'origine. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a des cercles qui en x sont centrés en x égale 0 à l'origine, mais par contre, en y, les cercles sont centrés
à des valeurs qui dépendent de la valeur de la fonction de courant. Mais ces cercles passent tous par l'origine. Ça, c'est la particularité du doublet. Donc, on a une série de cercles qui passent tous par l'origine et qui ont un rayon croissant. Alors, le doublet, en tant que tel, il ne nous sert pas à grand-chose. Mais on va voir qu'en le combinant, par exemple, avec un écoulement uniforme, on va pouvoir obtenir quelque chose de plus intéressant. Pour combiner un écoulement uniforme et un doublet, on exprime la fonction potentielle complexe correspondante simplement comme la somme de l'écoulement uniforme et du doublet. On va développer cette équation en exprimant notre nombre complexe z en cosinus et sinus, comme ceci, ce qui nous permet de regrouper les parties réelles pour trouver les équipotentiels et les parties imaginaires pour trouver les lignes de courant. À nouveau, on va s'intéresser à la forme des lignes de courant et en particulier, on va imposer qu'une ligne de courant passe par un cercle de rayon R. Donc, en fait, on impose que psi, pour R égale à grand R, qui est le rayon du cercle, soit égal à 0, pour que ce soit une ligne de courant. Ça s'exprime comme ceci, et ça nous permet de voir que le paramètre mu du doublet doit être égal à U fois R carré pour que ce soit le cas. Donc si mu vaut U fois R carré, on aura bien une ligne de courant qui va coïncider avec un cercle de rayon R. Avec cette valeur de mu, on peut réexprimer la fonction potentielle complexe comme ceci, comme dans l'équation 5. Et on voit en fait avec cette fonction que lorsqu'on est très loin de l'origine, donc lorsque z tend vers l'infini, en fait cette partie-ci va disparaître et on se retrouve avec un écoulement uniforme. Donc on aura loin à l'infini un écoulement qui sera comme un écoulement uniforme. Par contre, près de l'origine, il sera perturbé par la présence du doublet. Eh bien, voyons à quoi ça ressemble. Voilà l'écoulement résultant. Donc on a rappelé ici l'expression des lignes de courant et on voit qu'on a la combinaison du doublet ici qu'on retrouve à l'intérieur du cercle de rayon R, cercle qui coïncide avec une ligne de courant comme on l'a vu, comme illustré ici, et on voit que la fonction de courant est nulle aussi pour ces deux points-ci qui correspondent à θ égale à 0 puisque ça va annuler le sinus ici. Donc ces deux points seront ce qu'on appelle des points de stagnation. Et en fait, on voit que avec cette combinaison d'écoulement uniforme et de doublet, on a pu représenter l'écoulement autour d'un cylindre, puisque ce qui se passe ici à l'intérieur, donc on a en quelque sorte enfermé le doublet à l'intérieur du cercle de rayon R, et à l'extérieur du cercle, on voit l'écoulement uniforme perturbé par la présence de ce cercle. Eh bien, ça nous permet de représenter l'écoulement autour d'un cylindre. Évidemment, c'est une vue un peu idéalisée de l'écoulement puisqu'on n'a pas du tout tenu compte des frottements par exemple, mais ça nous donne une bonne idée de la forme de l'écoulement autour d'un cylindre et on retrouve notamment le resserrement des lignes de courant qui montre l'accélération de l'écoulement qui doit contourner le cylindre. On voit aussi que loin à l'aval ou loin à l'amont, l'écoulement ne sent pas la perturbation induite par ce cylindre et on a donc un écoulement uniforme comme on le retrouve dans l'expression de ce potentiel complexe. Et donc bien entendu l'écoulement autour d'un cylindre, ça nous permet de représenter par exemple l'écoulement autour d'une pile de pont. On peut continuer les manipulations et ajouter à notre écoulement autour d'un cylindre circulaire une circulation. Donc on se souvient du vortex qui faisait tourner l'écoulement. Donc en fait on va ajouter une circulation, on retrouve l'expression qu'on avait trouvée pour le vortex ici. Et cette circulation qu'on ajoute en fait va accélérer l'écoulement dans le sens horlogique, donc ici au-dessus du cercle, et le ralentir en dessous.
la conséquence va être aussi un déplacement des deux points de stagnation. Et les différentes configurations d'écoulement, on peut les obtenir en fonction de la valeur du paramètre K de la circulation. On ne démontrera pas ça ici, mais on voit que pour différentes valeurs de K, on obtient un déplacement des points de stagnation jusqu'à avoir un point unique ou ne plus avoir de point de stagnation le long du cercle. L'expression du potentiel complexe de cet écoulement est obtenue de nouveau par une combinaison très simple puisqu'on a ici l'écoulement autour d'un cylindre auquel on a additionné le vortex qu'on avait vu précédemment avec le paramètre K de la circulation. Donc on voit qu'on peut manipuler de cette manière les fonctions potentielles complexes pour représenter différents types de situations. On va formaliser davantage les transformations qu'on peut appliquer à nos potentiels complexes. Donc on va parler des transformations possibles du plan complexe. Ces transformations, comment est-ce qu'on peut les obtenir? Eh bien, si on a un point Z du plan complexe, on peut lui appliquer une transformation telle que zeta sera égal à f de z. Donc on a appliqué une transformation via une fonction f qui a une partie réelle qu'on appellera g et une partie imaginaire qu'on appellera h. La partie réelle appliquée à la partie réelle g de la fonction qui va transformer notre variable initiale z s'appellera xi et la partie imaginaire s'appellera eta. Alors on va parler de transformations particulières qui sont les transformations conformes. Une transformation conforme, c'est une transformation qui va préserver les angles. Donc on voit ici le triangle NMP, triangle supposé très petit, qui subit la transformation dans le plan xi eta et qui devient N'P''M'. Eh bien, la transformation sera dite conforme si elle préserve les angles, c'est-à-dire que l'angle au sommet N est le même que l'angle N', l'angle ici M est le même que M', et de même pour P et P'. Alors on va montrer que une transformation est conforme à condition qu'elle respecte les conditions de Cauchy-Riemann qui sont rappelées ici. Donc la transformation est décrite par les fonctions g et h. Pour que ces fonctions respectent les conditions de Cauchy-Riemann, il faut que dg dx soit égal à dh dy et que dg dy soit égal à moins dh dx. Voyons comment on peut démontrer cela. Eh bien, puisque la transformation doit préserver les angles, il faut que le rapport entre le côté m'N' après transformation et le côté d'origine Mn soit le même que le rapport qu'on a pour un autre côté, par exemple M'P' et MP. Ce rapport doit être préservé pour que les angles soient préservés et que la transformation soit conforme. Une autre manière d'exprimer ça, c'est de dire que le rapport ds sur ds', donc en fait le rapport de longueur des deux segments, est indépendant de dx, dy, donc est indépendant de la position et de la dimension initiale du segment considéré, du segment ds, qui va être transformé en ds'. Donc si on peut montrer cette indépendance, eh bien on a montré pour la transformation en question, donc transformation à partir des fonctions g et h, si on peut montrer ça, eh bien on a montré que la transformation était bien conforme. Alors voyons comment exprimer ça. Donc dans cette première équation, on a exprimé le carré du rapport ds' sur ds. ds', on l'exprime ici dans le plan xi eta, donc ds' au carré, ce sera dxi carré plus d'eta carré, et ds, ce sera dx carré plus dy carré. On peut développer dxi et d'eta à partir de g et h. Donc en fait, dxi, c'est la différentielle totale de la fonction de xi,
qui est en fait le résultat de la fonction g qui dépend de x et y. Donc en fait dxi ce sera dg dx fois dx plus dg dy fois dy. On fait la même chose pour d eta. D eta c'est la différentielle totale de eta et eta c'est le résultat de la fonction h qui dépend de x et y. On a donc d eta qui devient dh dx fois dx plus dh dy fois dy. Le tout évidemment à chaque fois au carré puisqu'on a dxi carré et d eta carré. Continuons le développement, donc à partir de l'équation 2 qu'on vient de montrer, on va diviser le numérateur et le dénominateur par dx, de manière à avoir ici 1 plus dy carré sur dx carré, qu'on va mettre en évidence ici. Et donc là, on se retrouve simplement avec dg dx, et ici dg dy fois dy dx, et même chose pour la fonction h. C'est le moment maintenant de se servir de nos conditions de Cauchy-Riemann, puisque ce qu'on veut montrer, c'est que pour qu'une transformation soit conforme, elle doit respecter les conditions de Cauchy-Riemann. Alors supposons donc que nos fonctions g et h respectent effectivement ces conditions qui sont rappelées ici. Et on va utiliser cette première condition sur dg dx et dh dy pour remplacer ce terme-ci. Donc on va remplacer dh dy ici par dg dx. Et on va faire la même chose ici, on va remplacer dg dy par moins dh dx en nous se servant de la condition de Cauchy-Riemann. Le résultat, c'est ce qu'on a dans l'équation 4, comme on le voit. Et on a donc la somme de deux carrés ici. On voit que en fait on a les mêmes termes, mais on a un signe moins ici, un signe plus. Donc lorsqu'on va développer ces deux carrés, eh bien les doubles produits qu'on obtient vont s'annuler puisqu'on aura les mêmes termes. On a ici dg dx, dh dx, dy dx. Ici on a dh dx, dg dx, dy dx. Donc une fois on l'aura avec un signe plus, une fois avec un signe moins, ces termes vont s'annuler et il ne nous restera donc plus après le développement que les termes au carré, comme indiqué ici. Si on regarde bien cette dernière parenthèse, on voit que on peut mettre dg dx en évidence ici et on se retrouve avec 1 plus dy carré sur dx carré. On peut mettre entre les deux termes rouges dh dx tout au carré en évidence. Il nous restera 1 plus dy dx au carré. Et donc en fait ce 1 plus dy dx au carré ou dy carré sur dx carré va se simplifier avec le terme qu'on a ici devant. Ce qui fait que finalement notre rapport ds' sur ds s'exprime uniquement en fonction de dg dx et dh dx, et donc plus du tout en fonction de dy sur dx. Et ça, c'est exactement ce qu'on voulait montrer, c'est l'indépendance de ds' ds à la situation initiale de notre triangle, par exemple. Donc, on vient de montrer qu'une transformation était conforme à condition qu'elle respecte les conditions de Cauchy-Riemann. Et dans ce cas, on peut dire que la transformation va préserver les angles. Alors quel est l'intérêt dans nos potentiels complexes d'avoir une transformation qui préserve les angles? Eh bien, on se souvient qu'on travaille avec un réseau d'équipotentiels et de lignes de courant qui ont la propriété d'être orthogonales. Donc si on applique une transformation à une fonction potentielle complexe, on doit s'assurer qu'elle va effectivement préserver les angles de manière à préserver les propriétés des équipotentiels et des lignes de courant. Quelles sont les fonctions qui respectent ces conditions? Donc la plus évidente, la plus simple, c'est évidemment la translation. On voit que pour un point z quelconque, le point xi qui lui correspond après application de la transformation f, qu'on peut détailler en partie réelle et imaginaire comme ceci, nous donne xi plus i eta. Eh bien, si on applique une translation, ça veut dire que la fonction f de transformation conforme, c'est simplement d'ajouter
une constante S, donc un nombre complexe S qui sera A plus IB au nombre Z initial, ce qu'on peut détailler comme ceci, ou encore, en groupant les parties réelles et imaginaires, on obtient cette dernière expression, et dans le plan complexe, ça revient simplement à déplacer le point Z en lui ajoutant le nombre S. Donc, pour la translation, pas de souci, c'est tout à fait évident, elle va bien respecter les angles, c'est une transformation conforme. Une autre transformation est la rotation. Elle va aussi tout à fait préserver les angles. Donc si on applique une rotation au point Z, ça revient en fait à le multiplier par E exposant I alpha, alpha étant l'angle de la rotation qu'on veut appliquer comme illustré ici. Donc si on développe, ça revient à écrire R fois l'exponentielle de I θ plus alpha, et on retrouve bien le point Z qui s'est déplacé ici. Donc, translation et rotation sont bien deux transformations conformes, des transformations du plan complexe, qui ne vont pas affecter le caractère du réseau d'équipotentiels et de lignes de courant. Il y a une autre transformation qui va nous être utile, qui est la transformation de Joukowski. Alors, cette transformation, elle est un peu plus compliquée, elle s'exprime comme ceci. Donc en fait, on ajoute au nombre Z A carré divisé par Z. De quoi est-ce qu'il s'agit? À quoi ressemble cette transformation? Eh bien, c'est illustré ici. Si on a un nombre Z, on lui ajoute son inverse multiplié par A carré. L'inverse d'un nombre complexe, donc si on a Z, son inverse c'est 1 sur Z. On voit qu'en l'exprimant en cosinus et sinus, on a ceci, et l'inverse, en fait, ça revient à avoir 1 sur R ici, et cos θ moins I sin θ, donc en fait une symétrie par rapport à l'axe X, en ce qui concerne la direction, et puis évidemment une réduction, puisqu'on a 1 sur R, et on multiplie par A carré. Donc, le point Z initial qui est là, si on lui applique la transformation de Joukowski, il se retrouve ici en zeta, puisqu'on lui a additionné A carré sur Z. La transformation de Joukowski a une particularité, c'est que si on l'applique à un point Z qui est situé sur un cercle de rayon A, eh bien en fait ce point Z va se retrouver sur l'axe des X. Donc on a Z qui est ici. Si on lui ajoute A carré sur Z comme ceci, on voit que on se retrouve en fait à additionner Z et l'opposé ici tout simplement, et donc on se retrouve avec un point sur l'axe des X. Si on se souvient de la fonction potentielle complexe de l'écoulement autour d'un cylindre qu'on a rappelé ici, on se rend compte en fait que en lui appliquant la transformation de Joukowski, on va arriver à représenter l'écoulement uniforme tout simple. Alors ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais on voit qu'il y a un lien entre l'écoulement uniforme et l'écoulement autour d'un cylindre ici. Il est clair que transformer un écoulement autour d'un cylindre en écoulement uniforme ne va pas être très intéressant. Mais on va voir qu'on peut faire d'autres choses avec cette transformation de Joukowski. On va par exemple l'appliquer à un cercle de rayon R. Donc la transformation est rappelée ici. Si on prend un cercle de rayon R, comme exprimé dans l'équation 2, et qu'on lui applique la transformation de Joukowski, on obtient l'équation 3 ici. On peut développer les exponentielles en cosinus et sinus, grouper les parties réelles et imaginaires comme ceci. Et donc on a xi, la partie réelle qui est donnée par r plus a carré sur r, grand R étant le rayon du cercle, fois cosinus θ. Et puis on a eta qui représente la partie imaginaire avec r moins a carré sur r fois sinus θ. On aimerait bien savoir comment représenter le résultat de cette transformation, puisqu'on a appliqué la transformation de Joukowski à un cercle de rayon R. Eh bien, voyons ce que ça donne. On a ici
xi qui est égal à ceci, eta qui est égal à ceci. Donc en fait, à partir de ces deux expressions, on va pouvoir écrire que cosinus θ est égal à xi sur r plus a carré sur r, et sin θ sera égal à eta sur r moins a carré sur r. Comme on sait que cos carré θ plus sin carré θ égale à 1, comme rappelé dans l'équation 5, on peut appliquer ça à nos expressions de cosinus et sinus issues de la transformation de Joukowski appliquée au cercle, et on se retrouve avec l'équation 6. Et en fait, l'équation 6, eh bien, c'est rien d'autre que l'équation d'une ellipse. Une ellipse dont le grand axe m vaut r plus a carré sur r, et le petit axe n vaut r moins a carré sur r. Donc en fait ici, la transformation de Joukowski appliquée à un cercle nous a permis de transformer un cercle en une ellipse. Alors ça va nous permettre de traiter différents cas d'écoulement, puisque maintenant qu'on a vu comment transformer des différentes formes, on va pouvoir appliquer ces transformations à différents écoulements. Prenons par exemple l'écoulement autour d'un cylindre circulaire qu'on avait déjà vu et qui était exprimé par cette fonction potentielle ci. Si on applique à l'écoulement une rotation d'angle alpha, donc une transformation conforme, qui est exprimée comme ceci, donc chaque point subit une rotation telle qu'il devient zeta, qui est égal à z fois exponentielle de i alpha, donc on lui applique une rotation alpha. Comment exprimer la nouvelle fonction potentielle après cette transformation? Eh bien, il nous faut d'abord exprimer z en fonction de zeta, comme c'est fait ici, et avec z qu'on a exprimé en fonction de zeta, on peut remplacer dans l'expression du potentiel complexe et trouver cette nouvelle expression f de zeta, et on voit le résultat de la rotation d'angle alpha appliquée à l'écoulement. On est parti de l'écoulement autour d'un cylindre, on a fait faire une rotation à l'écoulement, et puis maintenant, si on veut appliquer une transformation suivante, eh bien on va repartir à 0 en disant que on a cette fonction potentielle de notre variable z à laquelle on va pouvoir appliquer une nouvelle transformation. La nouvelle transformation qu'on va appliquer, c'est une transformation de Joukowski qui va nous permettre de transformer ce cercle en une ellipse. La transformation de Joukowski est rappelée ici, et il nous faut donc dans un premier temps pouvoir isoler z de manière à pouvoir le remplacer dans cette expression. Alors, cette équation-ci, on peut l'exprimer comme une simple équation du second degré en z. La solution de l'équation du second degré est donnée ici, et on va garder uniquement le signe positif puisqu'on sait que la transformation de Joukowski permet de garder l'identité entre zeta et z lorsque z tend vers l'infini. Si on veut que ce soit le cas, il faut garder le signe plus, puisque pour zeta tendant vers l'infini, a deviendra négligeable et on se retrouve bien avec l'identité, ce qui n'est pas possible si on gardait uniquement le signe moins. Donc on garde le signe plus, on remplace cette expression de zeta ici, dans cette équation-ci, et cela nous donne l'expression suivante du potentiel complexe de l'écoulement autour d'un cylindre elliptique. Donc on voit que effectivement le cylindre est devenu une ellipse. Et puis on retransforme ou on écrit de nouveau z à la place de zeta et on a l'expression dans le plan complexe de l'écoulement autour d'un cylindre elliptique. Alors on peut encore continuer évidemment, et on va voir, mais sans les détailler, d'autres exemples d'application. Si on se souvient de la combinaison entre un écoulement uniforme et un doublet qui nous donnait l'écoulement autour d'un cylindre et nous a permis de mettre en évidence les deux points de stagnation, donc point où la vitesse est nulle. Elle est nulle parce que la vitesse ne peut pas changer brusquement de direction. Si la vitesse n'était pas nulle
à ce point-ci, on aurait une ligne de courant qui devrait changer brutalement de direction, et même chose avec la ligne de courant qui part d'en bas. C'est pas possible, et donc c'est la raison pour laquelle on a un point à vitesse nulle ici. Alors, on se souvient aussi de la circulation qu'on pouvait appliquer à ce cylindre circulaire. Donc, en fait, on applique un vortex qui est rappelé ici, qui permet d'accélérer l'écoulement dans le sens horlogique, ce qui déplace les points de stagnation, et on avait les différentes situations ici. Alors voyons ce qu'on peut faire avec ces combinaisons. Si on repart par exemple de l'écoulement autour d'un cylindre circulaire auquel on a appliqué une rotation, on a cette situation-ci. Si on ajoute une circulation à cet écoulement, on voit qu'on déplace les points de stagnation. On a ajouté la circulation à l'écoulement. On peut ensuite ajouter une translation en X, donc déplacer le cercle pour qu'il ne soit plus centré à l'origine. Et enfin, si on applique la transformation de Joukowski à ce cercle qui est décentré, on obtient cette forme-ci, qui n'est plus une ellipse à cause du fait que le centre du cercle n'est plus à l'origine. Et on voit que on a toujours donc nos deux points de stagnation, on en trouve la trace. Et ce point-ci, ici, c'est ce qu'on va appeler le bord de fuite du profil. On peut faire la même chose en appliquant une translation en X et en Y, ce qui nous donne, après application de la transformation de Joukowski, cet autre profil qui ressemble lui aussi à une aile d'avion un peu courbée, et à nouveau on retrouve les deux points de stagnation, le point de stagnation au bord de fuite et l'accélération de l'écoulement au-dessus du profil d'aile qui explique la portance. Le point de stagnation, en fait, sa position doit coïncider avec le bord de fuite, puisque le bord de fuite, c'est un point anguleux, et comme on l'a dit avant, les lignes de courant ne peuvent pas faire d'angle vif. On doit donc avoir une vitesse nulle au point de stagnation, et en fait, cette position est réglée par tous les paramètres notamment de la circulation qu'on va appliquer à ce profil. On va pas entrer davantage dans les détails, donc on a poussé le raisonnement aussi loin qu'on le pouvait pour ces potentiels complexes. Le cas qui nous intéresse peut-être le plus en génie civil, c'est celui du cylindre qui s'apparente à l'écoulement autour d'une pile de pont, mais a priori sans circulation évidemment. Et donc ceci termine ce cours sur les potentiels complexes. Dans le cours suivant, on abordera l'hydrodynamique des liquides parfaits et non plus la cinématique qu'on a décrite ici. À bientôt!